Retour sur Direct Gestion, deuxième partie du débat. Mes invités, Thomas Desnaux de Sycomore Asset Management, Aymeric Didet de SPGP. Messieurs, on a évidemment parlé du cas Volkswagen. On regarde 2 minutes le cours, ça continue à la baisse ce matin, 128,60 €, encore moins, pratiquement 4% de baisse, des dégagements qui continuent sur le titre. Ça pourrait durer, Thomas Desnaux, cette histoire. Jusqu'où peut-on aller dans la baisse, puisque évidemment il va y avoir des répercussions. Déjà, il faut circonscrire un peu l'incendie. Depuis hier, on a perdu donc 12 milliards de capitalisation boursière. Certains évoquaient une amende de 18 milliards. Je pense que c'est un petit peu c'est trop tôt pour faire des commentaires là-dessus. Je pense que c'est certainement trop important, 18 milliards. Maintenant, il faut bien avoir en tête que ce sont 500 000 véhicules aux États-Unis. On espère que ce n'est pas sur d'autres zones que le groupe allemand a fraudé. Ensuite, il va falloir modifier les véhicules. Donc, il y a au moins 500 000, 480 000 exactement véhicules aux États-Unis qui vont être appelés. Donc, ça a un coût pour la société. Une perte de notoriété, une perte potentiellement de volume. Donc, c'est vraiment un mécanisme en chaîne qui est en train de se mettre en place. Donc je pense qu'effectivement le titre peut encore subir quelques dégagements avant de se stabiliser. Ce qui pourra peut-être aider le titre, ça sera une meilleure visibilité sur déjà l'amende aux États-Unis, qui pourra effectivement limiter aussi ou freiner cette baisse du titre. On parlait des grosses chutes, justement, accident industriel, enfin crise de croissance, ou fraude avérée ou pas, on verra sur Volkswagen. Quand on voit comme ça des dégagements de 15, 20%, 25% peut-être, est-ce que c'est le moment d'y aller? On pourrait être tenté, on se dit c'est un super discount. Parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, les voitures continuent à se vendre, on va continuer à acheter de la Golf, de l'Audi, etc. Tout à fait. Par contre, en matière financière, on dit souvent qu'on ne rattrape pas un couteau qui tombe, mais bon, il faut attendre qu'il soit à terre pour le ramasser, pour se baisser. Aujourd'hui, c'est un petit peu le cas. On va attendre encore un petit peu, attendre la stabilisation, de voir quelques notes de recherche qui vont nous donner quelques précisions, notamment sur la valorisation du titre et sur ses perspectives de croissance en dehors des États-Unis pour revenir sur le titre. Parce que de là à savoir s'il faut le racheter à 120 ou à 100, c'est aujourd'hui encore un peu compliqué. Donc attendons un tout petit peu parce que il faut savoir que les gestions vont sortir, mais ne vont peut-être pas tous sortir en une fois, en une seule journée. C'est une grosse capitalisation boursière. C'est une société importante qui est détenue par des investisseurs institutionnels qui peuvent prendre plusieurs jours pour sortir. Donc attendons un peu avant de se poser la question d'en racheter, ne soyons pas trop pressés. Quand on est investisseur en action, on est investisseur sur le long terme, c'est vrai, mais essayons de prendre un cours un tout petit peu meilleur que celui qu'on connaît encore actuellement. À la tête de Volkswagen, on a un patron emblématique, il est toujours là, Martin Winterkorn. Est-ce que pour lui, c'est le début de la fin? On a vu ces patrons justement qui subissaient finalement, ça peut être une division dans un groupe gigantesque, mondial. Est-ce que pour lui, c'est finalement son arrêt? Est-ce qu'il va porter la responsabilité de toute cette affaire? C'est compliqué de répondre à cette question. On en parlait avant l'émission, l'affaire BNP qui effectivement a coûté la tête à plusieurs personnes du top management. Est-ce que ça sera le cas chez Volkswagen? Quelle responsabilité directe ou indirecte a le CEO? Franchement, j'en ai pas la moindre idée aujourd'hui. Donc je ne suis pas forcément, moi, personnellement, pour qu'on coupe des têtes systématiquement. Il faut vraiment voir quelle est la responsabilité de ce dirigeant pour éventuellement lui demander de quitter son poste. Ouais, Aymeric. En tout cas, il a parlé très vite, très tôt, et s'est exprimé assez rapidement par rapport à cette affaire. Donc aujourd'hui, il est actif et ils prennent l'affaire très au sérieux. Donc à la limite, il vaudrait presque mieux qu'il reste. Il a mené la barque depuis des années et il connaît très bien le groupe. Donc aujourd'hui, il vaut mieux garder du top management en place pour pouvoir gérer une crise plutôt que de tout de suite vouloir couper les têtes à tout prix, remplacer les hommes et ne pas gérer correctement la crise. Ah oui, non, après, on sait que c'est rarement, en
pleine action, hein, mais ça peut être dans effectivement quelques mois, 6 mois, 1 an. On verra. Pour l'Allemagne, c'est aussi un emblème. Hein. Volkswagen, c'est quand même Dassa Auto, la voiture voilà, qui porte aussi cette industrie. On sait qu'elle est fortement exportatrice. Elle est chahutée depuis le mois d'août. Hein. Oui. On a vu le DAX quand même qui a baissé depuis près de 20%. Ça continue et aujourd'hui, effectivement, avec une pondération comme Volkswagen qui perd 20%, c'est vrai que le DAX perd encore du terrain. Est-ce que là aussi, ça devient critique pour l'ensemble de l'Allemagne, de l'industrie allemande, entre la Chine et les États-Unis? On en parlait tout à l'heure, il peut avoir effectivement des répercussions sur l'ensemble du secteur automobile. Maintenant, est-ce que ça peut aller au-delà du secteur automobile? Je ne pense pas. Je crois que le problème de l'Allemagne aujourd'hui, c'est sa forte exposition à la Chine. On en parle beaucoup, il y a beaucoup de commentaires qui sont faits sur la Chine. Et il y a clairement un ralentissement, en tout cas industriel, ça c'est clair. On a beaucoup de commentaires là-dessus, notamment sur la consommation d'électricité, qui est un indicateur proxy de la production industrielle qui effectivement est en net ralentissement. Donc c'est plutôt ça, je pense, le problème de l'Allemagne, plus qu'un problème Volkswagen. C'est plus la Chine aujourd'hui. Oui. Alors cette Chine justement, elle inquiète. Hein. On a même vu jusqu'à la très puissante réserve fédérale qui prend en compte non plus uniquement les États-Unis, mais le contexte international. Ça a été en tout cas ce qui a été dit pour justifier le statu quo sur ces taux. Est-ce que ça vous a surpris? Justement, on passe là du côté de la Fed, la non-décision, le discours finalement très colombe de Janet Yellen. Alors le consensus était quand même très clair sur le sujet et plébiscitait une non-action de la réserve fédérale américaine. Ce qui est arrivé, aujourd'hui on voit clairement un discours qui est accommodant, qui veut continuer d'être accommodant, d'avoir une politique monétaire accommodante et de soutenir la reprise économique américaine qui est vraiment là et qui est pérenne. Donc aujourd'hui, on sait que la Banque centrale américaine ne veut pas se mettre en opposition du reste du monde, parce que c'est de ça dont on parle aujourd'hui. Mais est-ce qu'elle agira quand même en 2015, comme elle l'a dit qu'elle le ferait? En tout cas, je ne suis pas sûr qu'elle le fasse en 2015, ou si elle devait le faire, elle le fera avec un ton extrêmement accommodant et d'une manière extrêmement faible. Mais aujourd'hui, on a plutôt le sentiment qu'elle va repousser encore et encore la remontée des taux. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, en face, il y a qui? Il y a la Banque centrale européenne qui est ultra active. Partenaire commercial évidemment très important pour les États-Unis. Le Japon, politique monétaire ultra active. La Chine, une politique monétaire qui peut devenir de plus en plus active et de plus en plus accommodante pour soutenir l'économie et la croissance chinoise. Donc qui a les moyens en tout cas de le faire. Donc si c'est pour se mettre en face du reste du monde, en opposition avec la politique monétaire du reste du monde, ça risque d'être un petit peu compliqué et de mettre certains freins à la reprise et à la croissance américaine. Thomas, vous avez été Thomas Desnos chez Sycomore. C'était prévu, cette non-remontée des taux, ce statu quo? Oui, effectivement, il y avait, je crois, 2/3 des prévisionnistes qui s'attendaient à un statu quo, même si la part de ceux qui pensaient à une remontée des taux avait tendance à augmenter juste quelques jours avant l'annonce finale. Nous, on aurait préféré qu'elle monte ses taux, parce que finalement, ça aurait été un message assez fort sur la solidité de la croissance aux États-Unis. On voit, il y a quand même le marché de l'emploi est bon, les salaires ont tendance à progresser, le secteur de la construction affiche plutôt des indications positives. Donc on a une vision sur les États-Unis qui est une croissance qui devrait, pour nous, progresser de 2 vers 3%. Néanmoins, on a ce contexte international, on l'a cité tout à l'heure avec la Chine, qui effectivement vient semer un peu le trouble. Et effectivement, je partage tout à fait les commentaires de mon collègue sur ma gauche, parce qu'effectivement, il y a ces incertitudes et ces politiques monétaires très accommodantes. Il faut gérer aussi cette parité euro-dollar, qui est aussi une monnaie qui permet de redonner de la compétitivité soit aux Européens, soit aux Américains. Voilà, donc pendant longtemps on avait un euro-dollar à 1,30, 1,40, c'était compliqué, ça baisse de 20-25%, tiens on se met à vendre des rafales, c'est quand même pas anodin. Donc évidemment aujourd'hui on en profite. Est-ce que du coup vous restez positif en termes d'allocation sur cette zone euro par rapport à d'autres zones du monde, Aymeric Didier? Très positif. Très positif. C'est pour nous la zone qui offre aujourd'hui le meilleur couple rendement-risque. Donc aujourd'hui, on a quasiment tout qui est en direction d'un investissement en actions et en actions européennes. On n'a pas envie d'investir dans les taux. Clairement, aujourd'hui, c'est pas qu'il y aura un accident. On ne pense pas qu'il y aura un crack obligataire, mais en tout cas, il n'y a pas d'argent à gagner. Donc aujourd'hui, aller investir ou en actions
et dans quelle zone. Mais est-ce en que Europe. c'est faute finalement Non, d'options? c'est pas un choix par défaut, c'est un choix conviction? par conviction que la reprise est là en zone euro, que la Banque centrale sera toujours là aujourd'hui, très clairement. Et aujourd'hui, elle a les moyens de continuer à grossir son bilan pour injecter des liquidités, pour racheter des actifs. Donc aujourd'hui, extrêmement positif pour les actions européennes et devant les États-Unis ou le Japon. On a clairement la meilleure zone en Europe. Chez Sycomore AM, vous êtes d'accord avec ce Oui, point? tout à fait. Europe en priorité? Oui, tout à fait. Alors bien sûr, les investissements que l'on fait ne sont pas, ce sont des groupes qui sont internationaux, donc on s'intéresse quand même à ce qui se passe en Chine, aux États-Unis, mais globalement, on a tendance à se refermer un peu sur des investissements plus européens, plus domestiques, notamment dans la construction. Ou dans les self-help stories, avec des titres comme Veolia. Mais effectivement, l'Europe, la croissance a été plutôt révisée en hausse cette année. C'est une des rares zones où la croissance a été révisée en hausse à l'échelle mondiale. On est partout sauf en France. Oui, bon, ça Pour va l'instant, peut-être venir. venir. Ça va peut-être venir. Il faut rester positif. Ok, alors les secteurs ou les valeurs, donc vous avez parlé Veolia, effectivement, enfin vous Oui. vous intéressez plus particulièrement aux belles valeurs qui pourraient être en retournement de cycle, qui pourraient avoir un beau parcours. Deux valeurs en particulier, Veolia et Thales. Ouais. Pourquoi ces sociétés? Vous avez rencontré le management récemment. Oui, donc sur Veolia, c'est une histoire assez simple finalement. Il y a une phase de restructuration qui a été importante ces dernières années, des cessions d'actifs, un plan d'économie de coûts qui va arriver à son terme, près de 700 millions. Ce plan d'ailleurs devrait être dépassé, peut-être 750 à la fin de l'année. Ils vont en annoncer un suivant pour les 3 prochaines années. On pense qu'il va être de l'ordre de la même ampleur, autour de 700 millions d'euros. On pense que ce nouveau plan n'est pas intégré dans le cours de bourse aujourd'hui qui est autour de 20 euros. Ça peut rajouter facilement 5 à 6 euros sur le titre aujourd'hui. Donc voilà une histoire un peu ce qu'on appelle une self-help story. On n'aura pas beaucoup besoin de croissance du chiffre d'affaires, mais vraiment une meilleure efficience, une meilleure productivité en interne. C'est pour ça qu'on a du Veolia dans nos fonds aujourd'hui. Donc Veolia, premier choix. Thales également? Thales, oui, on a dans le secteur de la défense. Oui. Alors là, on a eu une information intéressante. Le ministre du Budget ce matin a dit effectivement on ne toucherait pas à deux budgets, même on les a augmentés, c'est la défense et l'éducation. Donc sur la défense, ça va être plutôt porteur pour Thales. C'est vrai, en fait, peut-être qu'il faut rappeler, il y a 50% du chiffre d'affaires de Thales qui est fait dans les activités civiles et 50% dans la défense. Les activités civiles affichent une croissance de l'ordre de 5%. Les activités défense, encore en début d'année, les gens anticipaient plutôt une croissance plutôt atone, voire proche de zéro. Et il se trouve que là, il y a vraiment une vraie inflexion, et vous avez cité les Rafales tout à l'heure, mais pas uniquement les Rafales. Donc on a vraiment une dynamique qui est très favorable. On pense que les investisseurs sous-estiment la croissance dans la défense, qui pourrait être, selon nous, de l'ordre de 2 à 3%. Donc globalement, le groupe pourrait afficher une croissance de 3 à 4% sur les 3-4 prochaines années. Et ça, c'est sous-estimé. Sachant que c'est un groupe qui a fait 7,5 de marge, on pense qu'ils peuvent aller à 10. Et ça, c'est sans croissance des ventes. Donc s'il y a un peu de croissance des ventes, il y aura un peu de levier opérationnel. Et là, on aura peut-être des bonnes surprises sur la rentabilité de Thales. Du côté d'SPGP, vos top picks, Émeric Didet? Alors nous on continue d'investir dans des valeurs le luxe, donc les grandes valeurs de luxe, des LVMH ou des valeurs italiennes ou différentes valeurs du luxe. Ça reste un de nos secteurs privilégiés. Et on continue d'aimer tout ce qui est évidemment valeur bancaire pour nous qui reste avec un fort potentiel sur l'année 2015 et l'année 2016. Banque pure et banque aussi italienne en particulier. On en avait déjà parlé. Eh bien, merci en tout cas messieurs d'avoir commenté cette actualité riche. Ça bouge beaucoup sur les marchés, mais qui n'est pas évident en ce moment. C'était plus facile au premier trimestre. En tout cas, on vous souhaite bon courage. Vous serez de nouveau des notes très prochainement pour commenter l'actualité économique et financière. Merci d'avoir participé à ce débat. Thomas Desnaux de Sycomore AM, gérant associé. Émeric Didet, directeur de la gestion sous mandat chez SPGP. Quant à nous, eh bien, on se retrouve dès demain à 9h20 pour un nouveau numéro de Direct Gestion. Dans un instant, place aux investisseurs pour Direct Investisseurs.